Bonjour à tous, ici Grégoire de chez Aqua Miroir. Et voilà, nous nous retrouvons pour la première vidéo de l'année. Alors tout d'abord, petite excuse. On a eu un petit souci de micro, donc voilà, je suis désolé si le son est un petit peu moins bon que d'habitude. On va résoudre ça, mais voilà, je voulais quand même vous parler des petits arrivages qu'on a eu. On a eu un chouette arrivage d'Allemagne, de notre fournisseur Glaser ici en tout début d'année, et il y avait des trucs intéressants. Je voulais quand même vous en parler. On a été un petit peu pris lors de l'arrivage, donc on n'a pas pu vous faire l'unboxing, mais je vais simplement vous montrer les petites espèces sympas qui sont rentrées lors de cet arrivage. Alors, on commence avec un petit tétra, un tout petit tétra que j'aime beaucoup, c'est l'Axelrodia risei. Alors, c'est un poisson qui est tout à fait adapté au nanobac, qui vit en petits groupes, et comme vous voyez, il a un rouge vraiment intense qui lui donne son nom de tétra rubis. Et alors, une petite particularité assez remarquable dans ce petit tétra, c'est que même s'il vit en groupe très serré, c'est un poisson qui n'a pas tendance à beaucoup bouger, à beaucoup se balader dans l'aquarium. Ils ont tendance à rester dans un petit coin, à adopter une nage très statique et à rester comme ça en petits groupes. Donc voilà, tout à fait adapté à des petits aquariums. Ils ne prennent pas possession de tout l'espace et c'est un très chouette atout pour tous les bacs. Voilà, l'Axelrodia risei, le tétra rubis. Alors, dans les laveurs de vitres, on a rentré un Chaetostoma. Les Chaetostoma, c'est des chouettes poissons, justement, qui sont apparentés aux ancistrus, mais pas tout à fait la même chose. Ils n'ont pas ces poils que les ancistrus ont sur le nez. Ils sont généralement un tout petit peu plus petits également. Ils sont un peu plus inféodés aux torrents, c'est ce qu'on appelle des poissons rhéophiles dans l'Amazonie. Et voilà, c'est un très chouette laveur de vitres en général, un bon ajout dans tout type de bac. Et ici, voilà le Chaetostoma que nous l'avons rentré sous le nom de Chaetostoma thomasi. Le Chaetostoma thomasi, c'est probablement dans le genre Chaetostoma celui qui est le plus souvent vendu. Mais il y a un hic, c'est que Chaetostoma thomasi, en fait, c'est un poisson qui n'existe pas. Il n'y a pas de Chaetostoma thomasi recensé parmi les poissons. En général, en fait, thomasi, c'est une mauvaise interprétation du nom de Chaetostoma thomsoni. Le Chaetostoma thomsoni, il existe réellement. Mais, double hic, le Chaetostoma thomsoni, il n'est rarement, voire jamais exporté. Moi, personnellement, je n'en ai jamais vu, en tout cas selon sa description et selon justement ce qu'on en dit au niveau scientifique. Le Chaetostoma thomsoni, c'est un poisson qu'on ne voit jamais. Ben alors, c'est quoi le Chaetostoma que nous avons rentré? J'ai fait mes recherches, évidemment, vous commencez à me connaître. On a essayé d'identifier notre poisson et c'est en fait un L144, le Chaetostoma formosé. Donc voilà, après c'est vrai que tous les Chaetostomas ils se ressemblent très fort, ils sont parfois assez difficiles à distinguer les uns des autres, ils se reconnaissent justement avec ce gros nez, avec ces plaques qui sont bordées de noir, qui est typique justement du Chaetostoma formosé. Et alors, il y a une petite anecdote assez amusante sur son nom. Formosé, ça vient du latin formosa, qui veut dire beau, superbe. En fait, c'est la même racine que les formes. Donc, il y a de belles formes, qui est beau, qui est un beau poisson. D'ailleurs, le nom d'espèce, Formosa, et ses dérivés, Formosus, Formosa ou Formosum, en fonction que c'est un nom masculin, féminin ou neutre, eh bien, ça veut dire joli, et il y a énormément de poissons et même d'autres animaux. Il y a à peu près plus d'un millier d'espèces animales qui portent le nom de Formosa sous l'une de ces formes-là. Mais on va faire un petit peu de terminaison latine. Je vous ai dit, c'est Formosus, Formosa ou Formosum. Attention, hop, voilà, on fait du latin. Ici, c'est pas le cas. C'est Formosé. Alors, pour ceux qui ont suivi déjà les vidéos que j'ai faites, quand ça se termine par AE, ça veut dire que ça se rapporte à une femme. C'est une terminaison honorifique pour justement le dédier à une femme. Et donc, Formosé, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? À l'origine du nom, c'est assez amusant, c'est que le descripteur qui s'appelait Gustavo
Belem. Il a donné ce nom-là en l'honneur de sa sœur, qui s'appelait Lisa Maria Belem. Et justement, il a voulu dire qu'elle était belle. Et donc, il a donné le nom de Formosée, simplement pour souligner la beauté, et même un petit peu sous-jacente les belles formes de sa sœur. Donc voilà, le Chaetostoma formosé, qui a une petite histoire au niveau de son nom, et que l'on va retrouver vendu sous le nom de Chaetostoma thomasi, mais donc son véritable nom, c'est bien le L144 Chaetostoma formosé. Alors ici, on a une grande nouveauté, un poisson que j'aime vraiment beaucoup, je suis très content d'être tombé dessus. Il s'agit d'un Acestrorhynchus. Alors les Acestrorhynchus, c'est ce qu'on appelle les tétrabarracudas. Pourquoi barracuda? Parce qu'on a cette forme assez typique que l'on va retrouver chez les barracudas et chez les brochets, avec cette nageoire dorsale juste au-dessus de la nageoire anale, très à l'arrière du corps, pour avoir cette forme de torpille qui permet d'avoir des accélérations fulgurantes lorsque le poisson passe à l'attaque. Et pourquoi barracuda au lieu de brochet? Parce que le brochet, généralement, déjà ça existe, les tétrabrochets comme les boulangerella, les ctenolucius, qui sont généralement un petit peu plus camouflés. Ici, les Acestrorhynchus, ils sont plutôt de pléno, ils sont plutôt argentés. Et ici, c'est un Acestrorhynchus tout à fait particulier parce que c'est un barracuda nain. Il est tout petit pour un prédateur. Il a cette forme justement au niveau de la bouche très particulière, avec ses dents qui sont visibles même quand la bouche est fermée, mais sa taille adulte, on est seulement à moins de 10 cm adulte. Donc c'est un prédateur qui a toutes les caractéristiques du prédateur, la forme du barracuda, les dents bien visibles, qui sont prêts à foncer sur leur petite proie. Il est un peu plus inféodé aux berges, là où il y a beaucoup de végétation, ce qui justement, il va pouvoir aller viser les larves des autres poissons, et c'est pour ça que sa taille a été considérablement réduite au cours de l'évolution. En plus de ça, dans les Acestrorhynchus, c'est probablement l'un des plus beaux, avec cette tache rouge près de la queue, avec ces lignes le long du corps, donc il est vraiment très sympa. Pour ceux qui aiment les prédateurs, eh bien, on peut le mettre sans aucun problème avec des poissons un peu plus gros que lui. Il n'est pas du tout agressif. S'il ne considère pas les autres poissons comme une proie, eh bien, il n'y a aucun danger. Et en plus, voilà, il peut s'acclimater. Pour le moment, on l'acclimate au verre de vase blanc vivant pour qu'il puisse quand même se nourrir. Donc, on ne sera pas obligé de lui donner des proies vivantes tout au long de sa vie. Voilà, il va pouvoir se contenter d'autre chose. Et donc voilà, un mini barracuda, un mini prédateur pour des plus petits aquariums, pour ceux qui n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir se permettre un énorme bac à prédateurs. L'Acestrorhynchus isalinée, c'est son nom, voilà, le tétrabarracuda nain ou tétrabarracuda à ligne. Un autre petit poisson qu'on vient de rentrer, qu'on a régulièrement, mais je me dis que ça valait la peine d'en parler un petit peu. Il s'agit du Taturndina osselicoda, un chouette petit goujon qu'on appelle parfois un dormeur également, le dormeur pan, ou parfois de façon assez erronée, le goby pan, alors que ce n'est pas du tout un goby. C'est vrai qu'il ressemble, il ressemble très fort au goby. C'est un éléotridé, une famille très proche des gobies, mais les gobies sont caractérisés par des nageoires pelviennes soudées en ventouse, alors que les éléotridés ont deux nageoires pelviennes bien séparées. Donc on voit vraiment bien la différence entre les deux familles, même si les poissons se ressemblent parfois beaucoup. Alors en général, c'est vrai que même avec ces deux nageoires séparées, la plupart des éléotridés vont s'en servir pour se poser sur le fond. Eh bien, pour le Taturndina, c'est un petit poisson qui est dans un genre tout à fait particulier, bien à lui, que l'on va retrouver uniquement
en Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'évolution a fait qu'il a adopté un mode de vie un peu plus de plein eau, assez calme mais très coloré, très sympa également à voir. On a des chouettes interactions entre les mâles. Les mâles et les femelles sont assez faciles à différencier les uns des autres et on peut observer des comportements de reproduction où on a le mâle qui va garder les œufs dans une petite grotte. Donc voilà, c'est un petit poisson très sympa, pas très grand non plus, on est jusqu'à 5 à 7 cm maximum, mais très pacifique et pas du tout agressif. Voilà, en plus hyper coloré, beau petit ajout dans des bacs de absolument toutes les tailles. Le Tatornina ocelicoda. Et puis, on a rentré également une masta. Donc les mastas, je vous en ai souvent parlé, il y a énormément d'espèces. Il y a quelques espèces africaines, il y a beaucoup d'espèces asiatiques. Ici, c'est une asiatique et c'est une qu'on rentre pas très souvent, donc ça vaut la peine. C'est la Macrognathus teniagaster. Chouette petite masta qui fait donc ces petites anguilles avec ce nez pointu très caractéristique de la famille. Et c'est donc un petit poisson anguilliforme qui, il y a toutes les tailles chez les mastas, ça va vraiment de 10 cm à 1 mètre. Ici, c'est une petite, maximum 20 cm. Donc voilà, ça vaut la peine. En plus, elles sont pas chères du tout. Donc j'étais assez content de tomber dessus. On en a pris un beau petit stock et elles sont donc disponibles, les Macrognathus teniagaster. On termine avec un amphibien cette fois, une petite rainette que j'aime beaucoup et quand on en trouve, on les rentre, elles sont très sympas. C'est ce qu'on appelle la grenouille de lait, Trachycephalus resinifiltris. Voilà, c'est un nom un petit peu à rallonge. Pourquoi est-ce qu'on appelle la grenouille de lait? Eh bien, c'est parce que c'est une petite rainette qui a la particularité de faire une sécrétion laiteuse, justement un peu blanchâtre, qui peut être un peu urticante, qui lui donne un mauvais goût. Donc voilà, c'est une défense chimique lorsque l'animal se sent agressé. Alors c'est pas du tout dangereux à la manipulation, il faut simplement éviter de se frotter les yeux si on a eu l'espèce en main par exemple, si on a touché l'espèce. De toute façon, il vaut mieux éviter de la toucher. Voilà, c'est une petite particularité sur cette grenouille, cette rainette. En plus de ça, elle a une couleur vraiment sympa qui fait un peu penser à une vache justement, avec cette coloration blanche bleutée et ces grandes taches noires. En fait, c'est un camouflage qui lui fait ressembler à une crotte d'oiseau, qui la rend donc pas du tout appétissante. Donc voilà, elle a une double défense. C'est une petite rainette qui va faire à peu près 8 cm une fois adulte. Et voilà, elle est super sympa, on est très content de la voir, assez facile à la maintenance. C'est donc voilà, la petite grenouille de lait, Trachycephalus resinifiltris. Et voilà pour ce premier arrivage de l'année. Vous en faites pas, il y en aura plein d'autres et on va continuer. On sait que vous aimez ça, donc on va continuer avec à mettre des vidéos en ligne de plus en plus souvent. On a plein d'idées, on a plein de trucs à vous partager. Donc voilà, la prochaine va suivre très vite, on vous le promet. Le temps de racheter déjà un petit micro. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent début d'année, plein de poissons, plein d'amphibiens, et on se retrouve très vite. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter également si vous voyez quelque chose dont vous voulez qu'on vous parle, eh bien il ne faudra pas hésiter, ce sera avec plaisir. On se retrouve très vite, à bientôt.